74. 4 ans plus tard, en 78, j'explique le contexte, après tu commenteras bien entendu. Dans ta ville natale, Nice, il y a un type qui s'appelle Jacques Médecin, qui est le maire, là. Bon, aujourd'hui, il serait multi-inculpé, etc. Il a fallu attendre un peu plus de temps. Et il décide, parce que sans doute une certaine appétence pour l'extrême droite, voire la droite extrême, je ne sais pas, c'est une supposition. Pour tout l'argent qu'il y avait en Afrique. Et pour tout l'argent qu'il y avait notamment en Afrique du Sud, Jacques Médecin, maire de Nice, c'est pas un petit village quand même, décide de jumeler en pleine lutte mondiale contre l'apartheid, etc. Il décide de jumeler sa ville de Nice avec le Cap. Et il y a une cérémonie officielle à Nice, bien entendu, parce qu'il y a un jumelage comme ça, et puis bon, les genres de propagande, tout ça, ça fait aussi. Il y a un grand parcours officiel, un grand jumelage avec les édiles du Cap, et puis les édiles, entre guillemets, de Nice. Et ce jour-là, tu imposes quasiment à tout le parcours officiel de ce jumelage des images qui sont partout. Oui. Faut être compris. C'est-à-dire, oui. Dans les C'est vrai que 3 mois avant, les Nations Unies avaient déclaré l'apartheid crime contre l'humanité. C'était compris. Le maire de Nice, et Nice, c'est une ville, bon, moi j'y suis très très attaché, c'est une ville cosmopolite. Vous voyez, tout à l'heure je voyais là dans le bureau le portrait de Romain Gary, c'est la ville de Blanqui, de Garibaldi, de Gary, d'Apollinaire. Je veux dire, c'est une ville. Moi, mon grand-père est italien. Je veux dire, c'est une ville. Jumeler Nice avec un pays où le racisme est institutionnalisé, Frédéric, c'était une monstruosité, vraiment un déshonneur pour notre ville. Et donc, j'ai fait plusieurs centaines de sérigraphies d'une famille de Noirs, d'ailleurs, des barbelés, et grâce au fait que j'ai beaucoup d'amis à Nice, dans toute l'année, on a collé sur tout le parcours officiel, juste dans le stade, parce qu'à ce moment-là, les vrais ambassadeurs de l'Afrique du Sud, c'était leur équipe de rugby. Et racistes aussi, il n'y avait évidemment que des blancs. Jusque dans le stade Saint-Augustin et tout ça, voilà. Et donc j'ai fait ce parcours. Là aussi, on comprend bien que, si on peut parler d'eux, c'est évidemment pas la sérigraphie elle-même, mais ce qu'elle provoque, ce qu'elle fait de l'événement. À la fois, quelquefois, tout à l'heure, je parlais de ce que ça fait dans les lieux. Là, c'est à la fois le lieu et le moment. Voilà, je prends l'espace et le temps comme un matériau symbolique. Ouais, formidable. Vous découvrez tout ça dans le livre qu'a écrit André, bien entendu. J'ai fait une petite erreur de date, on était en 74 au moment de l'apartheid et de Nice, parce qu'en 78, 4 ans plus tard, alors là, c'est une œuvre, un parcours, une démarche, quelque chose de formidable, qui a amené vers toi énormément de gens, forcément. Et beaucoup de gens t'ont découvert à cette occasion et depuis ne te lâchent plus en quelque sorte. C'était le fameux parcours Rimbaud. Mais non, mais c'est vrai. Parce qu'il je fais un petit anachronisme, parce que quand je l'ai fait, pendant encore 2 ans, comme je ne signe pas, mais personne ne le savait. Ah bon. C'est en 79 ou 80, je crois que Catherine Anglot, une journaliste du Monde, a fait un grand papier dans le Monde. Ah, la révélation, c'était là. Mais cette image a été publiée à ce moment-là, donc même dans le Monde, sans savoir qui avait fait. Ça me plaisait assez. Donc j'ai fait un parcours. Je vais laisser André parler de Rimbaud. Mais Rimbaud, depuis que je devais avoir 13 ans, j'avais toujours le désir de faire un portrait de Rimbaud et le sentiment que c'était un peu absurde. Je veux dire que quand on arrive à Charleville, c'est à lui qu'on voit un Rimbaud en marbre minable. On sent bien que c'est une espèce de contradiction de faire un Rimbaud en marbre. Quoi, voilà. Et faire mon Rimbaud en papier collé sur les routes et qui allait disparaître, c'est le fait même qu'il allait disparaître qui était rimbaldien dans cette histoire. Voilà. Donc le coller sur les routes, c'est à la fois les marcheurs, c'est ce côté fulgurant, c'est Charles qui dit tu as traversé fulgurant. Voilà, voilà. Tu as bien fait de partir, Arthur Rimbaud. Voilà, c'est le début du texte de René Char. Mais il faut aussi comprendre que ça a syncrétisé beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y a évidemment la manière dont il a réinventé Rimbaud, jeune homme vagabond, jean, paletot sur l'épaule, etc. Donc une sorte d'être tout le temps au départ. Mais il faut voir aussi qu'à cette époque-là, on a tous, enfin les gens de ma génération, sans être forcément nés dans les Ardennes, ont en mémoire Sur la route de Kerouac, ont lu quand même beaucoup de la Beat Generation, et donc c'est en phase, c'est complètement en phase avec cette idée de la vraie vie est ailleurs.
Et très fort aussi, cette idée que rien n'est fixé, que tout est en marche, et que le corps d'un homme, que le corps d'un poète qui n'est pas en marche, a un intérêt très minime. Il y a cette espèce de concentré d'énergie qui n'est jamais fixé. Et c'est quelque chose de très très important, que ce soit en poésie ou que ce soit dans toute démarche artistique. Cette idée que, et c'est peut-être ce qui est fondamental dans ce que fait Ernest, c'est-à-dire c'est ce rapport au temps. C'est cette façon de parier sur l'éphémère pour donner, citons encore une fois René Char, un éclair qui dure. C'est-à-dire que ce qu'il va coller dans les rues, ça va disparaître. Il le sait. Et en même temps, ça va rester inscrit d'une manière infiniment plus durable que bien des œuvres cadrées, planquées dans les musées, etc. Parce que dans toute notre mémoire, à nous, ça reste entièrement vivant. Vous me demandez comment on est devenus amis, on est devenus amis plus tard, mais évidemment que j'avais vu ces images de Rimbaud à cette époque-là, et on était déjà amis sans se connaître. Et voilà, c'est ça qui est magique. Moi, j'ai le souvenir